Bonjour à tous. Aujourd'hui, voici deux petites vidéos sur les corrections de l'activité que vous aviez à préparer en distanciel. Alors, je vous engage à prendre des notes puisque une partie de la correction, enfin la correction correspond au cours de cette activité qui parle de la consommation d'énergie, des sources d'énergie. Donc, la première partie, on va parler des sources d'énergie. Ce sont les documents qui correspondent à votre manuel, page 90-91, et c'était la première partie du TD. Donc, pour les premières questions concernaient les formes d'énergie, des choses que vous avez vues normalement dans les classes antérieures. Je note tout de suite une chose importante. Ici, en bas du document 1, vous avez les définitions à connaître, hein. Une source d'énergie primaire, c'est une source d'énergie qu'on trouve sous sa forme naturelle, avant exploitation par les humains. Et on distingue des sources qui sont disponibles sous forme de flux et des sources qui sont disponibles sous forme de stock. Donc les sources disponibles sous forme de stock, ça va être les combustibles fossiles et l'uranium. Donc on va les puiser dans la Terre. Et toutes les autres formes d'énergie, énergie potentielle de l'eau, énergie chimique de la biomasse, énergie lumineuse du Soleil, énergie cinétique du vent et énergie thermique de la Terre, ce sont des énergies de flux, c'est-à-dire des énergies qui arrivent sous forme d'un apport continuel. À partir de là, on peut définir, vous vous rappelez ce que c'est qu'une source d'énergie renouvelable. On va parler de source d'énergie renouvelable, une source qui peut se renouveler à l'échelle d'une vie humaine, comme le vent, comme le bois par exemple, alors que le pétrole et l'uranium, qui sont les sources qui se renouvellent, mais sont des sources qui se renouvellent en nécessitant plusieurs millions d'années. Donc parmi les sources renouvelables, effectivement, on va trouver l'eau, la biomasse, le soleil, le vent et la géothermie. Vous trouverez sur le fichier de correction un tableau dans lequel je vous ai rassemblé tout ceci en vous rappelant aussi sous quelle forme on exploitait ces différentes énergies pour produire notamment de l'électricité ou de la chaleur. Donc ça, on verra ça dans d'autres activités. Ensuite, on vous demandait de vérifier l'évolution de la contribution des combustibles fossiles entre 1973 et 2017. Alors, combustibles fossiles, pétrole, gaz ou charbon, ce sont donc des combustibles qui sont issus de la décomposition de la matière organique il y a des millions d'années, donc des sources non renouvelables. Petite chose qui doit vous tiquer peut-être, 1973, ça correspond au premier choc pétrolier. Entre 1973 et 2017, il y a eu plusieurs chocs pétroliers, fin des années 70, puis début des années 2000. Lors de ces chocs pétroliers, il y a eu une augmentation drastique du prix du pétrole notamment, et donc ça a amené à modifier le comportement de nombreux pays par rapport à leurs ressources énergétiques. Et donc on pourrait penser que les combustibles fossiles la part des combustibles fossiles dans la part des productions d'énergie a baissé. Alors quand on regarde le document de votre livre, ben, c'est pas tout à fait le cas, puisque en 71 et 2017, si on additionne le pétrole, le charbon et le gaz naturel, on est passé de 87% de l'énergie qui était sous forme de combustible possible à encore 81%. Donc à retenir, hein, même actuellement, même en parlant d'écologie et de changement d'énergie verte, plus de 80% de la production mondiale d'énergie primaire provient toujours des combustibles fossiles. Or, on le sait, hein, les combustibles fossiles ont plusieurs inconvénients, notamment ils produisent du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, nous en avons parlé ensemble lors de l'activité précédente. Ils produisent aussi d'autres polluants, comme les particules fines, qui eux ont une toxicité et un impact important sur la santé, nous en parlerons dans une autre activité. Dernière chose, on vous demandait de discuter de l'évolution des sources d'énergie primaires ces dernières années. Alors ça va permettre de faire attention justement à l'analyse de documents et à l'esprit critique associé. Alors par exemple, parmi les documents analysés, on avait ici un document qui montrait l'évolution de la puissance en fonction des années pour, en jaune ici, les parcs éoliens, les éoliennes, et ici les cellules photovoltaïques. Donc quand on voit ceci, on se rend compte que entre 2010 et les années 2000, presque 2020, il y a une augmentation quasi exponentielle de la puissance fournie par les éoliennes et les centrales photovoltaïques. Ça ne veut pas dire qu'elles sont devenues plus puissantes, ça veut simplement dire qu'on en a mis de plus en plus. Donc ça, en première analyse, on pourrait se dire, bah super, il y a une forte augmentation du parc éolien et photovoltaïque, donc une forte augmentation des énergies vertes. Ça, c'est si on se base uniquement sur l'évolution des courbes. On va parler d'esprit critique, hein, c'est une première analyse, il faut faire attention au reste des documents. Dans ce document, on se voit ici que le solaire, l'éolien et le géothermique, ça représentait 0,1% des ressources totales
de production d'énergie en 1971, et ça représente à peine 1,8% en 2017. Donc, quand on regarde la part de ces énergies, elle reste très faible parmi les productions mondiales. Et ça, c'est vrai quand on regarde la valeur de ces sources d'énergie, de ces ressources d'énergie. Donc, attention, esprit critique, hein, si on prend juste ce document nous donne beaucoup d'espoir, une forte augmentation des énergies vertes, mais on se rend compte ici par ailleurs que bah, même si on augmente très fortement quelque chose qui est très faible, bah, ça continue à rester très faible. Donc les énergies vertes, éoliennes et photovoltaïques, c'est pas encore très très développé. De la même manière, vous aviez un document qui vous permettait d'analyser l'évolution de la puissance des centrales nucléaires en construction en fonction des années. Et donc, si on analyse ça, on voit qu'il y a eu un grand pic de construction des centrales nucléaires dans les années 80, puis après un pic dans les années 2010 et que c'est en train de descendre. Si on regarde l'évolution, on peut dire qu'il y a quand même de moins en moins de construction de centrales nucléaires, sauf peut-être en Asie. Ici, ce qui en correspond au vert correspond à l'Asie. Donc, on voit qu'il y a l'Asie qui a continué à construire des centrales nucléaires. Toujours esprit critique, hein, si maintenant on fait attention aux valeurs, donc diminution du nombre de constructions de centrales nucléaires, et pourtant ici, le nucléaire représentait moins d'1%, il représente maintenant 5%. Donc ça veut dire qu'il y a une part du nucléaire qui est plus importante actuellement qu'en 1971. Et c'est un peu logique, puisque même si on construit moins de centrales nucléaires, on continue à utiliser les anciennes centrales nucléaires. Donc encore une fois, ce document pourrait nous induire en erreur en pensant que la part du nucléaire diminue, et ce n'est pas tout à fait le cas. Donc encore une fois, esprit critique. Petite remarque aussi, on voit qu'il y a des montées et des descentes, hein, juste pour culture générale. Se rappeler qu'il y a eu 2 accidents majeurs mondiaux concernant le nucléaire, un en Ukraine à Tchernobyl en 1984 et un à Fukushima en 2011 au Japon suite à un tsunami. Voilà, on voit que ça n'a pas forcément impacté parce que Tchernobyl, c'est arrivé après la diminution du nombre de constructions de centrales nucléaires, et Fukushima, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup modifié l'évolution actuelle. Enfin, il y avait un dernier document qui était peut-être plus compliqué à analyser, qui parlait des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Et donc, comme vous le savez, ce qui émet du CO2, bah, ce sont les combustibles fossiles. Donc, ce document parle de la contribution des combustibles fossiles à la production d'énergie mondiale. Donc, dans ce premier document, la carte A, la surface des pays est proportionnelle à la masse de CO2 émise, donc a priori à la quantité de combustibles fossiles utilisés. Et donc là, en première analyse, hein, on voit ici donc on va mesurer des valeurs. On voit que la Chine, l'Inde, la péninsule arabique, les États-Unis, l'Europe, la Russie aussi, sont les plus gros émetteurs de CO2, donc les plus gros utilisateurs de combustibles fossiles. Et par exemple ici, l'Allemagne certainement encore plus que la France. Bon, ça c'est juste une petite remarque. Si on regarde maintenant la deuxième courbe va nous donner l'évolution, puisque ça correspond, puisque la surface est proportionnelle à la différence de masse de CO2 émise en 2015 par rapport à 1990. C'est-à-dire que plus les surfaces sont grandes, plus il y a une augmentation de l'émission de CO2, donc de la production d'énergie par combustible fossile, plus la surface est faible, plus la production d'énergie par combustible fossile a diminué. Et donc là, c'est plutôt révélateur et même un peu surprenant, puisqu'on se rend compte que les États-Unis, l'Europe, la Russie ont diminué leurs émissions de CO2 entre 1990 et 2015, donc ce qui est finalement quelque part, encourageant. En tout cas, c'est encore une première analyse. Ce qu'on doit retenir à ce stade, on a parlé des sources et productions d'énergie à l'échelle mondiale. Donc vous devez savoir ce que c'est qu'une énergie primaire et savoir que ces énergies primaires sont disponibles sous forme de stock, dans le cas des combustibles fossiles et de l'uranium, et de flux dans le cas des autres énergies. Vous devez savoir ce que c'est qu'une énergie renouvelable, qui est donc issue d'une source dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elle puisse être considérée comme inépuisable à l'échelle humaine. Donc c'est une histoire de renouvellement à l'échelle humaine. Et enfin, vous devez savoir que parmi toutes les ressources d'énergie, ce sont les combustibles fossiles qui continuent à dominer. 80% des ressources d'énergie sont produites par les combustibles fossiles. Ce que vous devez savoir faire, c'est analyser des documents en faisant preuve d'esprit critique. C'est-à-dire ne pas se limiter aux simples évolutions, quand vous avez un graphique où vous avez des évolutions, mais tenir aussi compte des valeurs. Donc il va falloir toujours comparer évolution et valeur comme on vient de le faire précédemment. Tenir compte des faits historiques connus, crise pétrolière, accident nucléaire, mais ne pas se limiter à ses premières impressions. Il faut donc analyser objectivement les graphiques et les données. Par exemple, dans le dernier graphique que l'on a vu, on se rend compte que les pays occidentaux développés font des efforts sur leur diminution
de production de CO2, enfin d'émissions de CO2 par l'utilisation de combustibles fossiles, même s'ils restent de très très gros producteurs euh, de CO2. Voilà, ceci clôt la première partie de la correction.